Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies sont depuis le 22 septembre à New York pour, disent-ils, réaffirmer les engagements en faveur des objectifs de développement durable, revoir la Charte des Nations Unies et renforcer les coopérations. Cette rencontre se veut un cadre pour relever les défis cruciaux et combler les lacunes de la gouvernance mondiale, lesquelles lacunes ont été mises en évidence par les récents chocs internationaux sur le plan sanitaire, économique et sécuritaire. Lors de son passage, le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a exprimé son désir de repenser le modèle de développement des pays africains et leur coopération avec les autres pays du monde suite aux différentes crises qu'a connues la planète. Ces crises, selon lui, ont impacté parfois rapidement et durement des régions du monde, parfois peu concernées par leur cause. Ainsi, le caractère enchevêtré de ces crises complexes en fait des crises asymétriques. Selon le président togolais, pour regarder l'avenir, il faut regarder vers l'Afrique, car elle abrite aujourd'hui la plus grande partie de la jeunesse mondiale, un potentiel de développement de marché le plus fort. Et pourtant, l'aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. Pour ne pas en rester là, le président togolais appelle au respect de la dignité et de l'égalité de représentation des peuples. Depuis 15 ans, les pays africains ont milité en faveur des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Désormais, ils n'en disposent que 2. Cependant, l'épineuse question du droit de veto peine à trouver une réponse. L'Afrique voudrait bien des sièges avec droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Autrement, elle demande que le droit de veto soit aboli au Conseil de sécurité afin que tous les représentants parlent à voix égale. Et selon Faure Gnassingbé, un monde plus juste, plus prospère et plus durable est possible si toutes les voix sont entendues et respectées à juste titre. Depuis quelques années, l'État togolais s'est engagé dans des réformes à travers la mise en œuvre de diverses initiatives dans les universités publiques du Togo. Ces réformes touchent tant les infrastructures que le domaine pédagogique. En effet, toutes ces réformes ont été réalisées grâce à un partenariat entre les universités de Lomé, de Kara et les Nations Unies. Ce partenariat a permis aux Nations Unies d'injecter sur la période de 2019 à 2024 3 milliards de francs CFA pour la construction de ces infrastructures dédiées à l'innovation. Par ailleurs, un nouvel accord de partenariat entre les 3 parties est signé cette semaine et vise cette fois-ci à fournir aux étudiants des formations post-universitaires adaptées au marché de l'emploi. Il s'agit également à travers ce nouveau partenariat de créer un cadre de communication, de documentation et de partage de bonnes pratiques. Rappelons que la collaboration entre le système des Nations Unies et les universités publiques du Togo vise à soutenir activement la production et la transmission du savoir tout en favorisant la recherche scientifique et les découvertes. À la fin du mois d'août 2024, les échanges du Togo avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, affichent un taux de 74% de l'ensemble des échanges du pays avec la sous-région. L'information a été rendue publique par les officiels togolais lors de la rencontre de Lomé sur le bilan de l'interconnexion des systèmes d'information douanière entre le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Laquelle rencontre est toujours en cours à Lomé. Ce taux, selon le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR, ne représentait que 64% des échanges il y a à peine 5 ans. Cette augmentation a été encore plus significative durant ces derniers mois. Ce résultat est le fruit de la disponibilité du Togo à, dans un premier temps, ouvrir un couloir humanitaire aux pays de l'AES au temps fort des embargos et de la fermeture des frontières avec les pays de la CEDEAO. Cette ouverture du couloir humanitaire a ouvert un peu plus tard la porte à un protocole d'interconnexion des systèmes d'information douanière. Protocole signé au Niger en juillet 2024 entre le Togo et les pays de l'AES. L'interconnexion entre les systèmes d'information douanière permet de faciliter l'échange d'informations sur les marchandises en transit afin de réduire les délais aux frontières. L'objectif principal était d'accroître l'efficacité de la lutte contre la fraude douanière et les trafics illicites tout en facilitant les échanges régionaux.
Depuis le 15 septembre, la raffinerie Dangote Petroleum, qui pèse 20 milliards de dollars, est en service à Lagos, au Nigeria. Environ 500 camions-citernes de la Nigeria National Petroleum Company doivent transporter 25 millions de litres d'essence par jour. Les 650 000 barils par jour que nous avons produits constituent la plus grande augmentation de production, aussi bien en Afrique qu'à l'échelle mondiale. 44% de cette production couvriront les besoins en carburant du Nigeria, tandis que 56% seront exportés. Ce pays, premier producteur de pétrole d'Afrique, importait jusque-là la quasi-totalité de son carburant, puisque ses 4 raffineries sont à l'arrêt. L'économie et l'obtention de devises pour notre pays permettront de stabiliser la Naira tout en aidant à réduire l'inflation et le coût de la vie. Le prix du carburant à la pompe au Nigeria a augmenté de près de 45% en septembre, alors que l'inflation dépassait les 33% en juillet. Le gouvernement garde espoir. Ce que les Nigérians peuvent espérer, c'est la sécurité et une autosuffisance énergétique. Et à mesure que nous avançons, la question du coût pourra être abordée. Pour la suite, les Nigérians attendent une forte baisse du prix de l'essence à la pompe et ses effets positifs. En République démocratique du Congo, Human Rights Watch a déclaré que l'armée rwandaise et les rebelles du M23 ont bombardé des camps de déplacés et des villages densément peuplés près de Goma, dans l'est du pays, tout au long de l'année 2024. L'organisation humanitaire ajoute que les forces armées congolaises FARDC et les milices alliées ont augmenté les risques encourus par les populations déplacées dans les camps en déployant l'artillerie à proximité. Les deux parties ont tué et violé des résidents des camps, entravé l'acheminement de l'aide et commis d'autres abus selon Human Rights Watch, qui a également publié un document d'enquête sur l'application des lois de la guerre dans la région. En janvier, l'armée rwandaise et le M23 se sont approchés de la ville de Sake, à 25 km à l'ouest de Goma, coupant ainsi les voies d'approvisionnement de la capitale provinciale du Nord Kivu. Ces deux armées complices ont depuis étendu leur contrôle sur la province. Le commandant en chef adjoint des gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire iranienne, a mis en garde Israël contre une éventuelle opération terrestre face au Hezbollah soutenue par l'Iran. Après la prière de vendredi à Téhéran, le général Ali Fadavi a même prédit une énorme défaite pour Israël. Non seulement nous avons augmenté notre propre puissance et nos capacités, mais nous avons également renforcé la puissance et les capacités du front de résistance. Il est de notre devoir de défendre les opprimés. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a indiqué cette semaine qu'Israël se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban. À la frontière, le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes et un missile en direction de Tel Aviv, la frappe la plus lointaine du groupe à ce jour. Les États-Unis, la France et d'autres alliés appellent à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours. Le conflit a déjà fait au moins 600 morts. Le Premier ministre israélien était à la tribune des Nations Unies vendredi, à l'Assemblée générale annuelle de l'organisation. Benjamin Netanyahou a tenu l'Iran pour responsable des tensions au Moyen-Orient, tout en accusant l'ONU d'hypocrisie, mais aussi des critiques à l'endroit de la Cour pénale internationale pour avoir demandé son arrestation. J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a aucun endroit en Iran que le bras long d'Israël ne puisse atteindre. Et c'est valable pour tout le Moyen-Orient. Puis, dans un mélange d'acclamations et de cris de colère de l'assistance, Netanyahou rassure. Israël cherche la paix. Israël aspire à la paix. Israël fait la paix et la refera. Avant le discours de Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU, des milliers de manifestants se sont rassemblés à New York pour dénoncer l'action d'Israël et son chef dans le Moyen-Orient, principalement à Gaza.
Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Un thème abordé cette année lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 193 États membres de l'ONU se sont concentrés sur des questions cruciales pour l'Afrique, notamment le changement climatique et l'inégalité économique. Plus de 60% des Africains ayant moins de 25 ans, les discussions de cette année mettent l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes pour façonner l'avenir du continent. Cette année, les dirigeants africains explorent des stratégies de développement urbain durable afin de prévenir les inégalités sociales dans un contexte d'urbanisation rapide. Les partenariats publics-privés se révèlent comme essentiels au développement durable, combinant les forces des gouvernements, des ONG et du secteur privé. Les technologies vertes et les pratiques commerciales durables sont également primordiales pour la croissance des villes africaines. Nous avons l'opportunité de faire un bond en avant en termes de durabilité environnementale et sociale. Nous invitons un grand nombre de nos promoteurs à construire des bâtiments écologiques. Certains de nos promoteurs ont fini par obtenir la certification IFC Edge, qui permet une utilisation efficace des ressources. Cela permet à la ville d'être plus résiliente parce qu'elle consomme moins de ressources, donc moins d'électricité et moins d'eau. Alors que le monde entre dans l'ère de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique, les pays africains ont une occasion unique de dépasser les modèles de développement traditionnels en adoptant des technologies innovantes selon les experts. Un tribunal espagnol a condamné à 1 an de prison avec sursis un supporter de football pour avoir proféré des insultes racistes contre Vinicius Junior et Samuel Chukwueze, a annoncé jeudi le Real Madrid. L'incident s'est produit lors de 2 matchs en février 2023 au stade de Majorque. Le supporter a aussi été interdit d'accès au stade en Espagne pendant 3 ans. Une sanction allégée après avoir présenté des excuses écrites à Vinicius et suivi un programme de sensibilisation. Les insultes racistes envers Vinicius ont marqué la saison dernière. En janvier, 3 supporters de Valence ont été condamnés pour ces actes, une première dans le football espagnol.